Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Chef. Aujourd'hui, prenons la direction de Rennes pour rencontrer une chef dont le nom s'impose désormais parmi les figures de la gastronomie bretonne, Virginie Giboire. Formée à Paris, auprès de Guy Martin au Grand Véfour, de Michel Troisgros à l'hôtel Lancaster, puis de Thierry Marx au Mandarin Oriental, elle a parcouru les grandes maisons avant de revenir sur ses terres. C'est ici, à Rennes, qu'elle a ouvert son propre restaurant Racine, un lieu sobre et précis à son image. Derrière sa douceur apparente, il y a une détermination sans faille, une exigence apaisée, une volonté de construire une cuisine vivante, connectée à son environnement. Une cuisine d'instant, comme elle dit, qui naît du produit, du végétal, de la rencontre avec les maraîchers et les artisans locaux. Pas de plat signature, pas de recette figée. Ici, tout évolue, se transforme, avance avec les saisons et les envies. Chef étoilée, entrepreneuse, maman, elle fait partie de ces femmes qui redéfinissent les contours de la gastronomie française, plus ouverte, plus humaine, plus consciente. Et quand elle parle de son métier, on entend à la fois la rigueur de la technicienne, la sensibilité de la créatrice et la bienveillance d'une chef qui sait ce que veut dire transmettre. Je m'appelle David Ordonneau, vous écoutez Chef et aujourd'hui, on part à la rencontre d'une femme qui a su patiemment faire pousser ses racines au cœur de Rennes. Voici l'histoire de Virginie Giboire. Est-ce que vous nous diriez quelques mots sur votre cuisine aujourd'hui, quand vous devez la présenter, quand vous devez en parler à quelqu'un, si vous deviez la décrire le plus simplement possible, vous diriez quoi pour parler de votre démarche ? Je dirais que c'est plutôt une cuisine d'instant parce que on va travailler avec les fournisseurs, on va travailler avec les maraîchers et on va travailler surtout sur le végétal. En général, la base de la recette part du végétal. Ça va être des recettes qu'on va jamais refaire normalement. Ah oui. Ouais, donc en fait, on avance. Après, la recette va rester plusieurs jours, plusieurs semaines en fonction de la carte. Mais en général, on essaie de ne jamais refaire les plats qu'on a déjà faits. Donc, il y a pas de plat signature chez nous. Normalement, parce qu'on a un dessert qui est un peu... Qui s'accroche. Voilà, qui est ça. C'est un dessert au chocolat ou pas du tout ? Oui. Ah, c'est fou ça. Hein. Chocolat whisky. Si on frappe juste avec du chocolat sur un dessert, voilà, c'est difficile de s'en sortir donc, après. Du coup, il y a juste ce dessert-là qui est demandé. Ouais, qui est demandé. Mais sinon, on n'a pas de plat signature. Enfin, la carte, elle va évoluer tout le long de l'année avec les produits et tout. Et on est toujours dans la recherche de la création, en fait. C'est quoi l'envie et l'ambition, justement ? Pourquoi vous avez ce réflexe de ne pas vouloir reproduire et de continuer à explorer ? En fait, c'est ça qui m'alimente un peu aussi, c'est toujours rester dans la créativité, dans la création, dans la recherche d'associations de produits. C'est ça qui me booste aussi le matin. Ouais, à pas vivre la même journée que la veille. Ouais, un peu, ouais. Tout, mais en tout cas, si on doit commencer par le tout début, celui de votre histoire, on se rappelle rarement du premier jour. Mais néanmoins, si vous remontez aussi loin que vous pouvez dans vos souvenirs, vous voyez quoi ? C'est quoi l'environnement dans lequel vous avez grandi ? En fait, j'avais un papa qui travaillait beaucoup et une maman qui travaillait. Elle donnait des cours de soutien en droit constitutionnel. Donc du coup, elle travaillait plutôt sur les vacances scolaires et choses comme ça. Donc on allait souvent chez ma grand-mère. Et en fait, elle travaillait tous les mercredis matins et on allait chez elle. Tous les mercredis matins, elle faisait une recette différente avec moi. Votre grand-mère ? Ouais, ma grand-mère. Donc du coup, après, c'était souvent des desserts, mais c'est des choses assez simples en fait. Et c'est là qu'est venu un peu le goût de la cuisine. Voilà, c'est... Mais à quel âge ? On se parle de quel âge ? Là, j'avais 8 ans, quelque chose comme ça. Et ça a commencé comme ça. Et en fait, j'ai de plus en plus cuisiné à la maison pour mes parents, pour ma famille et tout. Et l'idée de devenir cuisinière, c'est... j'ai jamais remis en question cette chose-là, donc du coup, ça a été un fil conducteur. C'est quoi vos souvenirs quand vous repensez justement à ce que vous faisiez avec cette grand-mère qui vous a un peu insufflé les bases, finalement, fait découvrir... Après, je suis très gourmande. Donc du coup, manger, j'adore. Donc il y a ça aussi, tout est lié, mais... C'était quoi, les plats ou les desserts ? C'était des trucs assez simples, c'était pas mal de gâteaux. Et puis en plus, après, je rentrais à la maison avec, donc je faisais goûter les autres et tout, donc c'était chouette. Mais c'était plus des recettes de magazines ou des choses comme ça, des trucs assez simples. Qu'est-ce qui se joue là, vous pensez, à cet instant ? Parce que c'est assez déterminant, vous dites que quasiment
dès le plus jeune âge, dès l'enfance, il y a cette idée qui va germer, qui est une petite graine d'aller Alors, vers en fait, la cuisine. Mais... Peut-être que j'avais déjà ça dans le sang, parce qu'en fait, mon papa a toujours voulu faire ça aussi. Et après, on est sur une autre génération et c'est un métier qui n'était pas forcément très bien vu. Du coup, mes grands-parents n'ont pas voulu qu'il le fasse. Donc peut-être que j'avais déjà ça dans le sang à la base. Il vous en a parlé dans votre enfance de Après, ce regret ouais. ou... Ouais, après je l'ai su. Après, je me suis toujours confrontée à cette génération où c'était les grands-parents de mes grands-parents paternels, du coup, qui ont toujours été un peu opposés à ce métier-là, mais plutôt d'une façon bienveillante, en fait, en se disant c'est un métier dur, physique, pour une femme. Puis alors, quand j'ai annoncé que j'étais enceinte, alors là... Ça faisait beaucoup. Ouais, ça faisait beaucoup, mais après, c'était vraiment dans la bienveillance, en fait. C'était pas du tout... C'était pour se protéger. Ouais. Quand vous parlez de ces choses que vous faisiez avec votre grand-mère, de ces gâteaux qu'on rapporte après, qu'est-ce que vous pensez qui se joue à ce moment-là? Est-ce qu'il y a une notion de partage, de plaisir, de fierté aussi, de magie à voir les choses opérer? Parfois, vous parlez de pâtisserie, il y a une forme de magie aussi. Moi, je me souviens. Un peu tout ça, je pense, ouais. C'était. Mais c'est vrai qu'en fait, je me suis jamais remise en question par rapport à ce choix-là. Et après, mes parents m'ont dit, tu passes ton bac d'abord. Ouais. Puisque comme j'avais des bonnes notes à l'école, ils m'ont dit, tu fais un bac. Puis après, on verra. Parce qu'à l'adolescence, c'est une idée qui reste. Ah oui, vous avez déjà ça. En fait, à la base, je voulais partir à l'école hôtelière à 15 ans, quoi. Mais comme ça marchait plutôt bien à l'école, on avait dit, bon, tu fais jusqu'au bac. Donc, je vais faire un bac ES. Puis après, on verra pour aller dans les écoles, quoi. Parce que je savais qu'il y avait un niveau BTS possible avec nos mises en niveau. Donc, c'est un âge où on est beaucoup confronté aux perspectives, aux ambitions des uns et des autres, où il faut assumer aussi une perspective, le dire à ses camarades de classe. Comment c'était perçu quand vous disiez à vos amis, à vos camarades? Ça dénotait un peu parce que j'étais dans un lycée, j'étais général, à Saint-Vincent, c'est un lycée privé et tout, donc c'était plus école de commerce, fac de droit, et moi, école de cuisine. Ça dénotait un peu. Et vous l'assumiez? C'était un truc... non. C'était pris comment par les autres? Comment ils réagissaient, vos amis, quand vous leur disiez moi, en fait, plus tard, ce sera certainement la cuisine? Ouais, non, il n'y avait pas du tout d'a priori ou quoi que ce soit. Après, chacun a pris sa route. Ouais, parce qu'à certaines époques, c'était pas le cas. Non, mais après, c'est rigolo parce que maintenant, du coup, j'ai des enseignants qui viennent me voir. Enfin, les professeurs que j'ai eus au collège ou même en primaire qui viennent manger au restaurant. Drôle. C'est rigolo de les voir. L'histoire, elle s'écrit de manière assez linéaire, assez fluide. Vous savez, on vous dit... passe le bac d'abord, vous le faites, et après, vous partez dans... Après, en fait, j'ai postulé dans plusieurs écoles. J'ai postulé à Dinard, j'ai postulé à Paris, j'ai postulé à Brest, La Rochelle. Et en fait, j'ai été prise à Paris, et c'est sur un conseil d'un ami restaurateur qui m'a dit va à Ferrandi, tu auras pas mal d'ouverture au niveau professionnel après. Donc, je suis partie à 18 ans à Paris toute seule. Ça a été un peu dur, j'avoue. Oui, je vois que les auditeurs, eux, ne le voient pas, mais quand on dit toute seule... toute seule à 18 ans dans une grande ville comme ça, c'est... surtout que sans famille, parce que du coup, plus de famille sur Paris. Donc, ça a été un peu dur. Ouais. Et puis, en fait, je suis rentrée dans l'engrenage de Ferrandi. J'ai fait une mise à niveau. Qu'est-ce que vous découvrez de cette réalité-là? Parce que pour le coup, comme vous le dites, il y a déjà la difficulté du quotidien, le fait de se retrouver dans un autre environnement, jeune, et aussi une réalité concrète, qui n'est plus un fantasme de après, cuisine. En fait, la première année, c'est une mise à niveau. Donc, on est sur une base de CAP en 1 an. Et en fait, en gros, on est encore dans le format école. Certes, mais bon, on apprend des techniques, des choses. J'adore, en fait, du coup. Mais vous percevez que c'est un terrain qui va vous épanouir, ça confirme. Ah oui, ça confirme. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait... normalement, on faisait 1 an à Ferrandi, on passait notre CAP. Et après, on avait 6 mois... On devait faire 6 mois minimum dans une entreprise. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 1 an, du coup, pour couper un peu l'école. Et donc, j'ai fait 1 an au Carré de Feuillant, qui avait 2 étoiles à l'époque. Alain Dutournier. Ouais, Alain Dutournier. Un lieu prestigieux à ce moment-là. C'est un lieu qui est très installé. C'est vraiment, en plus, c'est 2 étoiles, donc c'est un certain niveau, une certaine exigence. J'arrive dans une brigade de, je pense, 15 cuisiniers. On était 2 filles à l'époque. Ouais. Il fallait un peu déjà de caractère, quoi.
Qu'est-ce que vous découvrez là? On se parle d'un cuisinier qui est pas dans la phase, qui est très installé, qui est sur un plateau, c'est une référence. Cet endroit est une référence. D'ailleurs, il est au cœur de Paris, c'est même très impressionnant. Ouais. Qu'est-ce que vous découvrez de... Bah, Ça, c'est une vraie réalité pour le coup, vous avez basculé. Après, j'avais fait quelques stages en entreprise avant, mais pas à ce point-là. Et c'est vrai qu'après, c'est une organisation militaire. Hein, et puis, les services, on faisait... Je ne sais plus combien de couverts on faisait. C'était énorme. On faisait 80 couverts, je crois. Qu'est-ce que vous y faites au début? Qu'est-ce qu'on vous Alors, confie? je suis arrivée, j'étais au garde-manger. J'ai fait plusieurs postes de souvenirs. Après, c'était il y a 20 ans, en fait. J'ai fait un peu de garde-manger. Après, j'ai fait les garnitures viande. Et après, ils m'ont confié le poste des entrées chaudes, où j'étais toute seule. Est-ce que vous gardez le souvenir de gens qui vous mettent à l'aise, qui vous donnent confiance? Parce que là, on se parle d'une petite évolution quand même à l'échelle d'une année. Ouais. Ou est-ce que vous avez éprouvé des difficultés? Parce que vous dites qu'il faut faire sa place. Effectivement, à cette époque-là, on n'est pas encore dans ce qui s'agite aujourd'hui, et heureusement, pour donner de la place, et notamment aux femmes en cuisine. En fait, je pense que c'est un métier, encore aujourd'hui, où il faut faire ses preuves, en fait. Et ils ont vu que... Fille ou garçon? Là, on ne se parle pas de ce sujet. Ouais. Ils ont vu que j'avais envie, que j'étais... Voilà. Et du coup, je pense que les choses se sont faites naturellement. Et moi, j'ai bien évolué. Après, en fait, c'est Alain de Tournier, mais il y avait un autre chef, Laurent Bouvray, en dessous, qui gérait toute la cuisine. Et lui, il m'a fait confiance, quoi. Donc, quand on voit qu'on a la confiance du chef, ça nous booste, quoi. Parce que les entrées chaudes, mine de rien, j'étais toute seule. J'avais 18 ans. C'est moi qui gérais la truffe blanche à 3 000 € le kilo. Voilà. Ouais, non, c'était chouette. Est-ce que vous vous souvenez du rapport que vous aviez à ce moment-là avec ceux que vous avez laissés derrière vous, votre famille? Parce que là, vous décrivez une route que vous écrivez sur quasiment plusieurs années, parce qu'il y a eu la première année, après celle-ci qui est consacrée à... vous tracez un petit peu votre route, vous devenez un peu parisienne, on n'a plus le même rapport à la ville au bout d'un an et demi, 2 ans. Après, c'est vrai que je rentrais souvent en Bretagne. Je rentrais souvent chez moi, mais après c'est plus, là, à partir du Carré des Feuillants, j'ai commencé à me faire pas mal de relations sur Paris, rien que professionnelles. En fait, on sortait souvent boire des verres après le service, des choses comme ça. Mais après, j'ai toujours tout raconté, et c'est marrant parce qu'ils trouvent ça... Déjà, ma mère m'appelait tous les soirs sur le chemin du métro pour pas que je me fasse agresser. Donc, elle est restée au téléphone avec moi. Je pense pas que de Rennes, elle n'a plus fait grand-chose. Mais comme j'avais 18 ans, 19, le chemin du Grand Véfour jusqu'au métro, on s'appelait pour... Donc, je racontais ma journée, en fait. Et je pense qu'il y a toujours des choses à raconter dans ce genre de métier. Donc, ils nous ont toujours suivis. Et ça dit quelque chose du lien et du soutien dont vous bénéficiez à ce moment-là. C'est important, c'est pas rien quand on démarre dans la vie d'avoir ses parents. Se sentir soutenu, sentir que ce qu'on fait c'est bien, que ils ont toujours été derrière moi, en fait. Après, c'est vrai qu'il y a eu des moments durs, il y a eu des entreprises où ça a été dur et tout, et puis ils étaient toujours derrière moi à me pousser sans être exigeants. Si jamais ça se passait mal, ils me disaient tu pars. Enfin, ils étaient toujours, c'était toujours bienveillant, en fait. Ouais. Ils voyaient que je m'épanouissais dans ce métier aussi, donc. Et le rapport à la terre que vous avez quitté, mais vous y retournez régulièrement à ce moment-là, c'est quelque chose aussi de plus être dans le quotidien de la Bretagne, ou de la terre en tout cas qui nous a. Ouais. Mais après, à Paris, il y a pas mal de Bretons quand même. Mon quartier Montparnasse. Une petite mafia bretonne. Ouais, voilà. Il n'y a pas vraiment de vrais Parisiens, en fait, finalement. C'est vrai. Est-ce que vous avez pensé rester un jour à Paris ou pas? En fait, on adore Paris. On y retourne souvent en vacances. En fait, on a commencé à réfléchir à quitter Paris quand il y a eu les attentats, le Bataclan et tout. Et puis, du coup, un jour, on a vu une offre, parce que mon frère est dans l'immobilier, et il voit une offre d'un restaurant à vendre sur Internet, et on a visité et clac, voilà. Waouh, ça va très tout vite. Claqué. Remontons ce fil parce qu'on a sauté quelques étapes. Là, il y a eu beaucoup d'étapes. Après, le Carré des Feuillants, comment on quitte une maison comme ça? Pourquoi on la quitte et vers où on va? C'est le cycle de la formation qui reprend. Soit je retournais à l'école, soit je continuais. Alors, ils ont essayé de me garder. Et en fait, je m'étais dit... Bon, j'ai que 19 ans, quand même, c'est un format où on apprend... Souvent, c'est un dilemme des chefs. Ils sont dans une maison et ils se disent potentiellement, est-ce que je dois retourner à l'école ou rester là? Quand on commence à goûter la vie professionnelle, c'est un peu dur. Retourner sur les bancs de l'école et tout. Et vous avez fait ce choix? J'ai toujours eu un peu le projet de me dire, un jour, j'aurai peut-être un restaurant. Et sur une base de CAP, on n'avait pas tout ça. Et Ferrandi offrait la formation. Alors, à l'époque, ça s'appelait l'École supérieure de cuisine française. J'avais déjà mis les pieds dedans parce que j'avais fait 1 an. Et je savais qu'il y avait des bons chefs et tout. Et je savais qu'on allait apprendre du coup tout ce qui était gestion, tout ce qui était... C'était une formation complète, vraiment complète. Ouais. Et à l'époque, c'était une formation... on était 12, quoi. Ah oui.
Donc, Et ça, c'est des choses qu'on ne voit pas, en l'occurrence, quand on est en formation, qu'on démarre. alors maintenant, enfin, tout ce qui est BTS, c'est des formations qu'on fait, quoi. Ouais. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand on est en entreprise, on ne voit pas forcément toute la partie gestion, Non, pas du tout. Non, pas du tout, non. Donc, vous avez fait ce choix. Ouais. Donc, retour à l'école. Retour à l'école. En fait, c'était des formats 6 mois à l'école, 6 mois en stage. Donc, j'ai fait 6 mois à l'école. Après, je suis partie... j'ai fait 6 mois au Grand Véfour, avec Guy Martin. Guy Martin, oui. À ce moment-là, il a perdu... Non, pas encore. Pas encore. Non. Donc, il a 3 étoiles. Il a 3 étoiles. Qu'est-ce que vous vous dites pour les gens Alors, qui ne j'ai fait beaucoup de connaîtraient pas beaucoup de salade. Voilà. Alors, la frisée, je la connais par cœur. C'est une métaphore de cuisinier pour dire que le terrain était très circonscrit et qu'on a fait un peu tout le temps la même chose. Mais ça dit quelque chose de ces adresses parce que c'est une institution, le Grand Véfour. Quand on rentre dedans, même sur la forme, c'est donc on est à Palais Royal, l'endroit est absolument dingue, conservé dans son jus. C'est une référence. C'est un endroit classé, tout est classé, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent aussi au niveau de la décoration. La cuisine est en sous-sol. C'est vraiment la maison à l'ancienne. Vous voyez pas le jour, vous êtes au sous-sol, on vous donne une tâche à faire. Mais après, c'est l'endroit qui fait que... C'est aussi la personne avec qui était responsable du garde-manger, j'étais au garde-manger à l'époque, c'est aussi la personne du garde-manger qui nous donne les tâches à faire. Donc c'était aussi lui qui était responsable de ça. Mais c'est vrai que trier la frisée, c'était dur parce que du coup, c'est tous les matins, on se dit on va faire ça, et on n'est pas là pour apprendre ça. Et en fait, j'ai tenu, quoi. Combien de temps ? Non, après, je pense que j'ai pas fait ça pendant 6 mois non plus, mais ça, c'est marrant parce que, ok, mais ça reste quand même le souvenir. Ouais, la frisée, ouais. Puis il fallait trier que les petites feuilles jaunes. Non, mais c'est marrant parce que là, on est chez vous, là, on a votre équipe, là, c'est vous qui êtes à la manœuvre. Rétrospectivement, quand vous pensez à ça, à ces caisses de frisée, vous trouvez ça comment ? Aberrant, absurde ? Est-ce que vous feriez ça ? Est-ce que ça vous viendrait à l'esprit de dire à quelqu'un qui vient chez vous ? Je pense que c'est la personne avec qui je travaillais qui était pas... qui savait pas manager, quoi. Parce que nous, quand on a des tâches comme ça, des tâches un peu longues, par exemple, on fait de l'araignée, la trier, c'est long. Ouais. Là, on fait ça plusieurs, en fait. Donc, du coup, Quel que soit le niveau ? Oui, c'est ça. Là, j'ai une personne qui est en stage, il est en 2e année Ferrandi, là, il est responsable du garde-manger. Mais aussi parce qu'il a montré qu'il en avait envie et qu'il est efficace et qu'il travaille très bien. Ouais, mais ça te dit quelque chose de cette époque aussi, de la manière dont on s'organise et de la manière dont on décloisonne un peu les choses aujourd'hui, quoi. Ouais. Il est assez révélateur, en tout cas, elle est révélatrice, cette anecdote du Grand Véfour. Voilà la frisée. Eh ben merci. C'est difficile de se dire qu'on a fait... Du coup, je peux plus trop en manger. Ouais, voilà, c'est ça. À chaque fois, vous croisez l'image de Guy Martin dans la salade. Non. Mais c'est vrai qu'après, je pense que c'est pas la faute de Guy Martin ou du chef qui était en place. C'était vraiment la personne qui était au garde-manger qui, en gros, n'avait pas forcément très envie de me gérer. Du coup, qui me donnait ça à faire le matin. C'est vrai que nous, quand on a des tâches laborieuses, on essaye de faire ça à plusieurs parce que du coup, ça passe plus vite. Et puis, du coup, on fait ça en discutant un peu. Mais ça crée d'autres choses. Ça crée du lien, ça crée de l'émulation, ça envoie un autre signal de solidarité, une horizontalité qui produit pas du tout les mêmes effets, en fait. Oui, c'est ça, plutôt que de passer 1 heure à faire ça. Après, bien sûr, je faisais d'autres choses. Je faisais les services, je dressais les assiettes et tout. Mais ça s'est plutôt bien passé parce qu'il m'a rappelé 2 ans après. Comment ça se termine et en tout cas, cette phase-là, cette masterclass de frisée, vous allez aller vers quoi après ? Vous allez reprendre Après, du coup, je retourne 6 mois à l'école. Ouais. Et après, je suis partie parce qu'on pouvait partir en province et tout. Et puis moi, j'avais l'appartement et tout à Paris, donc c'était trop compliqué. Et j'étais super intéressée par la cuisine de Michel Troisgros. En gros, il était consultant, il signait la carte de l'hôtel Lancaster à Paris, donc qui était sur les champs. Et je suis allée là-bas pendant 6 mois. Qu'est-ce qui vous attire dans cette cuisine-là ? Michel Troisgros, institution, famille, des plats iconiques, une écriture de la gastronomie, mais qui vous a précédé en l'occurrence. Parce que là, on se parle non pas de Michel, mais même de ses parents. Donc, qu'est-ce qui vous plaît dans cette dynastie gastronomique ? En fait, quand Michel Troisgros, c'était vraiment l'acidité, l'utilisation des condiments, l'acidité avec le vinaigre, l'acidité avec les agrumes. On peut aussi utiliser le côté lactique. En fait, sa carte était vraiment travaillée un peu comme des condiments et j'ai adoré moi, j'adore l'acide, donc j'en mets un peu partout. C'est quoi, c'est une histoire de contraste ? Ouais, j'ai adoré. Même sa carte, elle était faite par thème. C'était pas une carte entrée, plat, dessert. C'était une carte où en fait c'était
D'un côté, on mettait donc tout ce qui était acide, les vinaigres. Après, il y avait un côté, une carte où c'était marqué tout ce qui est produits laitiers. Enfin, c'était tourné d'une façon plus élégante, bien sûr, mais c'était vraiment par thème, côté herbe. Et j'ai trouvé ça super intéressant comme stage. Alors après, il y avait tout le côté hôtel où il y avait les petits déj et tout, mais en fait, on faisait des plats de Roanne, quoi. Et ils venaient une fois par mois en cuisine, ils venaient goûter ce qu'on faisait et tout. C'était chouette. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience-là? Là, vous parlez peut-être d'un autre regard et d'une autre manière de raconter une cuisine, en l'occurrence, d'y rentrer par d'autres biais et de raconter un peu les choses différemment. C'est quoi qui vous parle de cette expérience? Qu'est-ce que vous gardez de ce moment-là, in fine? Parce que là, vous nous avez parlé de ce qui vous attirait et de cette curiosité-là. Ouais. Et après cette expérience, vous remportez quoi dans votre besace? Après, il y a le côté hôtel où moi, j'ai compris que c'était pas trop mon truc, quoi. Room service, Ouais, voilà. Parce qu'on banquet, est dans tout la même ça. cuisine, la room service et tout. C'était un peu compliqué. Avec Ouais. Non, c'était pas. Mais c'était vraiment une cuisine que j'avais envie de faire, que j'avais envie d'essayer. Donc, je pense que si j'avais pu, j'aurais pu aller postuler pour aller à Roanne. Bon, maintenant, ils sont plus à Roanne, mais Ouais. c'est quelque chose que j'aime bien. Ouais. Et après, du coup, j'ai eu mon diplôme. Et juste quand je sors, je pense que j'étais restée en contact un peu avec le Grand Véfour et il m'a proposé direct une place. Chef défrisé. Non, commis de cuisine. Donc j'ai fait commis de cuisine, je suis rentrée. Vous avez accepté? Ouais. Direct? Ouais. Pourquoi? Parce que ça m'avait plu en fait. Et puis après, je connaissais aussi des cuisiniers, donc j'avais commencé à tisser un peu des relations avec des gens et tout. Et je savais que l'équipe était. Et puis en fait, il avait 2 chefs qui donnaient aussi au niveau de l'apprentissage, quoi. Donc en fait, qui donnaient les recettes, qui partageaient en fait. Et j'ai bien aimé aussi les coups de feu du service. Enfin, après, il y a eu des choses qui étaient un peu chaudes aussi, mais c'était les coups de feu. Enfin, j'avais bien aimé l'ambiance. En fait. D'accord. J'étais passée au-delà de la frisée, mais et puis je m'étais dit, c'est quand même 3 étoiles, quoi. Mais on se dit quoi? C'est quand même 3 étoiles. C'est bien, c'est formateur. C'est bien dans mon CV. Ça veut dire quoi? C'est bien, c'est 3 étoiles. Non, c'est le niveau que, enfin, c'est ce qui me plaît. C'est des assiettes abouties, c'est des assiettes précises. En fait, c'est la cuisine que j'aime, quoi. Enfin, c'est. Mais une ambiance aussi, j'imagine, une tension. En fait, elle est que pendant le service. Et après, quand on arrive à faire la part des choses en se disant, si ça crie un peu pendant le service, ça reste pendant le service, quoi. Après, c'est des temps d'adrénaline. Ouais, c'est ça, en fait. Après, il y a des personnes qui n'arrivent pas, hein, mais on arrive à faire la part des choses. C'est le service, en fait. Ouais. Il faut que ça sorte. Après, nous, ça crie pas du tout, parce que, voilà, c'est comme ça, mais... Après, c'était autre chose. Hein. On faisait, je sais pas combien de couverts on faisait. Des fois, on faisait entre 80 et 100 couverts en 3 étoiles, quoi. Il y avait le salon en haut. Enfin, c'était... Quand je suis retournée, c'était l'époque où c'était la folie, quoi. Qu'est-ce que vous vous dites? Parce que là, pour le coup, c'est la première expérience véritablement professionnelle. C'est un contrat, on compte sur vous. Vous y allez, en plus, vous rentrez, vous par la porte, vous choisissez d'aller dans un 3 étoiles. Quoi. Ouais. Enfin, est-ce que vous percevez une nouvelle réalité? Est-ce que vous le vivez un peu différemment, ces premiers pas en tant que, c'est mon contrat, je suis là pour ça? Ou est-ce que finalement, c'est une forme de continuité par rapport aux quelques pas que vous aviez fait dans cette maison auparavant, dans votre formation? Non, je pense que c'est un peu une continuité. Après, j'ai rencontré pas mal de chouettes personnes. Donc, en fait, je suis rentrée commis et j'ai fait 2 ans et demi chez lui. Et j'en suis sortie chef de partie. Quel est le lien qu'on entretient quand on rentre dans une maison comme ça pour les gens qui nous écoutent et qui ne seraient pas forcément de ce métier-là ou qui ne connaîtraient pas ce genre d'environnement? Quel est le lien qu'on entretient avec un chef qui est une figure? Guy Martin, en l'occurrence, il est même connu au-delà de nos frontières. Qu'est-ce que ça ouvre comme perspective? Est-ce qu'il y a un échange? Est-ce que vous le croisez souvent? Il est là à tous les services. C'était rare quand il n'était pas là, c'est qu'il avait quelque chose, mais vraiment, c'était rare quand il n'était pas là. C'est impressionnant au début? Ouais. Après, moi, je l'avais déjà vu. Et puis, en fait, au fur et à mesure du temps, il a commencé... Enfin, il m'a fait confiance. Et du coup, je suis partie... j'ai fait plein de voyages avec lui. Donc, je suis allée 2 fois au Japon. Je suis allée en Allemagne, je suis allée en Belgique, je suis allée en Égypte, je suis allée en Israël, je suis allée au Liban. Enfin, il a fait plusieurs dîners comme ça. Au Japon, c'était des semaines gastronomiques. On faisait une semaine à Osaka. En général, on terminait par un dîner à Tokyo. Et en gros, à chaque fois, il m'emmenait, quoi.
Il emportait combien de personnes avec lui? Pour le Japon, c'était 3 personnes en général. En Égypte, c'était genre 400 couverts, quoi. Donc nous, on partait en avance et lui, il arrivait après. On organisait. Alors, sur les premiers temps, je partais avec le second, parce que j'étais commis demi-chef, donc je partais avec le second. Et après, sur les derniers voyages, le deuxième au Japon, c'est moi qui tenais les rênes. Donc, on est parti. Il y avait moi et j'avais 2 garçons avec moi de commis, ou un commis à demi-chef, je sais plus. Et puis, en fait, on organisait la semaine gastronomique sur. Après, ils connaissaient déjà le chef qui était en place là-bas. C'était un chef français, c'était facile. Enfin, c'était facile. Ouais. Mais on faisait la carte du Grand Véfour là-bas. Ça dit quelque chose et c'est pas anecdotique là, ces voyages, et dans le lien que vous construisez avec une figure qui est celle de Guy Martin. Comment on crée ce lien? Est-ce que vous l'avez voulu? Est-ce que c'est arrivé comme ça? C'est pas rien de se rapprocher d'une grande figure comme ça. Après, je pense que c'est récompensé aussi un travail. Voilà, il a vu que je travaillais, il a vu que j'étais passionnée et que. Oui, mais pardon, combien de personnes dans la brigade au Grand Véfour? Une vingtaine. Bon, sur la vingtaine, je pense qu'il y a plein de gens qui travaillent. Oui, c'est vous qui après, partez au Japon. En fait, le Grand Véfour restait ouvert aussi, donc il fallait pas non plus que ce soit forcément les postes clés qui partent, peut-être quoi. Enfin, il faut en choisir quand même. Oui, voilà. Et c'est quand même vous qui partez. Donc je pense aux gens qui nous écoutent et qui rêvent, aux plus jeunes notamment, d'intégrer la cuisine d'un grand nom en l'occurrence. Comment on fait et comment on crée ce lien en fait? Comment il se construit ce lien, cette proximité? Parce qu'en plus, il y a un truc qui est génial, c'est que quand on part avec un mentor comme ça à l'étranger, il y a un dialogue qui est un petit peu différent. Oui, c'est pas le même contexte qu'au travail. On échange plus, c'est différent. Après, c'est des souvenirs quoi. Sur les premiers, j'étais avec le second qui s'appelait Thomas Lérisson, qui a maintenant son restaurant à côté de Bordeaux. Lui, il était très actif. Donc, du coup, par exemple, à Tokyo, quand on a fait la première semaine, il a dit non, mais attends, on part demain à Paris, on va aller dormir, quoi. Donc, il a négocié avec je sais plus qui. On s'est retrouvés au marché de Tokyo, marché de poissons à 4h du matin, en train de manger des sushis et boire du saké. Enfin, c'est des trucs qui sont. Après, quand on est parti avec lui en Égypte, il a dit non, attends, on va pas dormir, hein, on rentre à Paris demain. Donc, on s'est retrouvés au milieu du désert, sur des dos de chameau en train de boire du thé. Il y avait des pyramides en face de nous. Enfin, c'est des souvenirs qui sont dingues. C'est tellement dingue que finalement, je me dis, mais est-ce que j'ai vraiment vécu ça, quoi? Tips pour les plus jeunes qui nous écoutent. On adore cette idée de on va pas dormir. Il faut en profiter. Oui, parce qu'il faut profiter. Ouais. Après, on dormait dans l'avion, on avait 12 heures pour revenir du Japon. Qu'est-ce qu'on apprend de ce genre de décalage d'un point de vue professionnel? Parce que là, c'est, je vous imagine partant sur les premiers en tout cas, parce qu'après, il y a une forme d'habitude qui se prend, mais c'est débarquer dans un pays qu'on ne connaît pas. Du coup, prendre en charge une brigade qu'on ne connaît pas, parce que vous débarquez, quand il faut faire 400 couverts, vous n'y allez pas à deux, en fait. Il y a des mecs qui vous attendent sur place. Après, en fait, par exemple, quand on faisait les semaines au Japon, en fait, les recettes étaient déjà envoyées en avance. Donc, en fait, nous, on venait pour travailler avec eux, mais pour s'assurer qu'elles étaient conformes. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Donc, nous, c'était plus après le service, on essayait de découvrir Osaka. Ils s'occupaient bien de nous, donc du coup, on allait dans des restos. C'était après le service, donc la semaine était assez dure, mais après, les Japonais mangent tôt. Donc, on se calait plus. On mangeait à l'heure française, en fait. Mais qu'est-ce qu'on apprend? J'imagine que ça nécessite une forme de souplesse et d'agilité aussi, d'intégrer une cuisine, un environnement qu'on ne connaît pas, même d'un point de vue du matériel et de la manière dont les choses se présentent. Ah bah oui, parce que je me souviens, on était à Tokyo, je crois que c'était quand c'était moi, du coup, le deuxième coup. On n'arrivait pas à faire les macarons. Et en fait, dans les milanaises, dans la liste, il fallait faire les macarons. C'était macarons, je ne sais plus quoi. Et on n'arrivait pas à faire les coques de macarons, ça ne poussait pas, ça ne croûtait pas. Et on avait fait plusieurs essais et tout, ça ne marchait pas. Et on a appelé le restaurant, on a dit désolé, mais on ne peut pas. Donc on a changé la recette, mais c'était des trucs. Le pâtissier, il a fait 3 fois des plaques, on n'arrive pas à faire les macarons. Alors est-ce que ça vient de la poudre d'amande? La pâtisserie, on ne sait jamais d'où ça vient le problème. Donc est-ce que c'était la poudre d'amande? Est-ce que c'était autre chose? Oui, il faut tout le temps s'adapter. Il faut s'adapter, c'est une école qui est intéressante à cet âge-là de devoir représenter, parce que vous êtes garante d'une qualité, d'une signature. En fait, là, vous êtes là pour vérifier que le nom de Guy Martin, il va être à la hauteur de ce que les gens attendent. Donc, vous avez une forme de responsabilité là-dessus. Et en même temps, vous débarquez, vous ne connaissez pas les gens, vous ne connaissez pas les cuisines. Il faut s'adapter. Vous avez 12 heures de jet lag. Là, il y a eu un dîner aussi, le deuxième dîner à Tokyo, où ça devait être 400 personnes à peu près. Puis j'arrive un jour avant pour vérifier que les choses sont bien faites. Et puis du coup, ils me montrent tous les plats un par un. Donc je dis oui, c'est bien.
Puis du coup, je lui dis, mais c'est prêt. Il me dit, ah non, on a fait juste un exemple. Et là, il y avait 400 couverts à produire en une journée. On s'est dit, oh, c'est pas possible. Et puis en fait, là, j'ai vu une armée de Japonais arriver. Il devait être, je sais pas combien dans la cuisine, 50. Et puis ils ont commencé à tout fabriquer. On faisait un dessert qui s'appelait le cube. Et c'est un cube en chocolat. En fait, il fallait un moule en plexi. Et en gros, il coule le chocolat dedans. Il le laisse prendre. Et il le démoule. Mais nous, au Grand Véfour, on avait 30 moules. Et il refaisait plusieurs fois, quoi. Ouais. Et là, ils nous sortent les 400 moules. Ah ouais. On s'est dit, c'est Un pas moule possible. par pièce. Mais 4 moules, un moule par personne. On s'est dit, mais le prix du mule. C'est dingue. Et on a réussi à en mettre quelques-uns dans la valise. On a négocié quelques-uns après le dîner en disant, est-ce qu'on peut... après le dîner, on en a négocié quelques-uns. On en a ramené quelques-uns pour les pâtissiers. Parce que le moule sur mesure pour 400 personnes. Dingue. Non mais c'est marrant parce qu'on voit des trucs, c'est anecdotique, mais on voit des trucs qui sont complètement dingues dans ce genre de moment. C'est intéressant pour les jeunes, j'imagine, de se décaler un petit peu comme ça, d'avoir ces expériences un peu hors format, oui, c'est ça, hors contexte. Ouais, ça change du quotidien. Puis c'est des choses qui sont un peu... j'ai adoré aussi le Liban. Ouais, parce que culturellement, c'est enrichissant aussi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est aussi... Comme vous dormez pas la nuit et que vous allez manger, vous découvrez plein de trucs. À l'époque, j'avais 20 ans, donc ça allait. C'est drôle. Ouais. On a perdu l'étoile quand on rentrait du Japon. Ah ouais, vous étiez là quand c'est arrivé. En fait, on rentrait du Japon, on sortait de l'avion, il apprenait qu'il avait perdu la 3e étoile. Ça devait être un dimanche. On arrive au Grand Véfour le lundi matin. Et les 2 chefs, en fait, il y avait 2 chefs. Il y avait le chef Pascal et le chef Luc. Et le chef Luc avait une tête, je pense qu'il en avait pleuré. Voilà. Et on arrive, on commence à travailler, donc ambiance assez pesante. Et là, contrôle d'hygiène. Donc du coup, ils font le tour de la cuisine, la contrôle d'hygiène. Et là, on se dit, c'est une blague. Donc voilà. Mais ça a été assez, Qu'est-ce que vous percevez de ça? Parce que pour le coup, c'est un peu la phase B de ce qu'on vient de se raconter. Ces grandes maisons, elles offrent des moments extraordinaires et réjouissants et enrichissants, mais ça reste de la cuisine. Et à ce niveau-là, on reste sur un fil. Là, vous voyez le côté pas réjouissant du tout, en l'occurrence. Oui, c'est ça. Ouais. Après, en fait, c'est plus tout le monde se demandait pourquoi, quoi. En fait, c'est plus ça. Finalement, on n'a pas forcément de réponse quand on perd une étoile. Qu'est-ce que vous voyez de la réaction d'un grand chef comme ça par rapport à une épreuve comme celle-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voyez de lui? Comment il le traduit? Comment il le partage avec ses équipes? Il l'a pas trop montré, je pense. Mais c'est plus un des sous-chefs qui était très affecté, quoi. Mais parce que je pense qu'il se disait que il sentait ton responsabilité. Louper quelque chose, quoi. Mais c'est vrai que quand on perd l'étoile, des fois on ne sait pas, quoi. On ne sait pas pourquoi, surtout à un tel niveau. Il n'a pas communiqué avec ses équipes à ce moment-là? Si, il vous a dit quelque chose, j'imagine, quand même, quand le service reprend. Il nous a pas vraiment parlé, non. C'est dingue. Je pense que c'est quelque chose, faut encaisser aussi, quoi. C'est comme nous, si un jour on perd l'étoile, faut encaisser, quoi. Certes, mais bon, c'est traumatique. Enfin, pour toute une équipe, c'est un moment particulier. Ouais. Quoi. Ouais, c'était. Après, on a repris le quotidien et on a travaillé. Il nous a pas vraiment parlé, non. C'est vrai que. Ou alors j'en ai pas souvenir. C'est vrai que. C'est un sacré événement pourtant. Ouais. Comment vous allez terminer? Comment on quitte Guy Martin? Comment on quitte une institution comme ça qui vous a offert des moments, on s'en parle là, d'une certaine densité? Toutes les maisons ne permettent pas de vivre ce genre de moments-là. Comment du coup En fait, j'avais fait 2 ans et demi. Et j'avais presque fait tous les postes. Et du coup, en fait, j'avais envie d'essayer autre chose. Donc du coup, je suis partie dans un restaurant qui s'appelait Itinéraire. C'est un chef qui s'appelle Sylvain Sandra. Et en fait, j'arrive là-bas. C'est une toute petite cuisine. On fait sur les week-ends, on peut faire jusqu'à 100 couverts en plusieurs services. Et du coup, j'avais envie de voir autre chose, quoi. Quitter un peu l'étoilé et tout. C'est une adresse qui est assez vive, qui attire pas mal de regards à son ouverture, pour le coup. Alors, c'était déjà ouvert. C'était déjà ouvert depuis 2-3 ans, je pense. Mais c'est une adresse qui a suscité beaucoup de curiosité. Ouais. Enfin, il s'y est passé quelque chose. C'était vibrant, cet endroit. Ouais. C'était dans le 5e, il y avait une terrasse. Enfin, c'était vraiment chouette. Et puis, il a une cuisine un peu dernière minute. Il travaillait avec un japonais en légumes, Yamashita, avec des super légumes et tout. Et donc j'arrive, je fais au garde-manger. On fait 100 couverts à peu près à
la chambre froide dans le sous-sol, il faut ouvrir la trappe pendant le service. La trappe, ah mais non, ils ont fermé la trappe, je suis coincée en dessous. Vous êtes combien là en cuisine? On est, alors il y a 2 pâtissières, ils sont 2 au chaud, le chef et moi au garde-manger, on est 6 à peu près. C'est un tout autre format. Voilà. Là, du coup, vous vous confrontez à une maison vivante, non pas que le Grand Véfour n'en soit pas une, mais à une toute autre échelle. Au bout de 3 mois, les pâtissières, les 2 japonaises, elles sont parties. Et j'ai dit au chef, j'aimerais bien prendre la pâtisserie, mais j'ai jamais fait de pâtisserie. Mais pourquoi cette envie? Bah, pour me former aussi, je pense, ouais. Pour continuer à apprendre? Ouais, mais parce que je voulais voir aussi. Puis je trouve que la pâtisserie, on peut faire des choses jolies. Les assiettes peuvent être jolies plus facilement qu'en salé. On peut faire des tuiles, on peut faire des... Ouais, je vois très bien. Et il m'a dit, OK, ça marche. Et donc, j'ai passé plusieurs après-midi à faire des essais, des trucs comme ça. Puis je suis restée. Et au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai fait 1 an là-bas. Et au fur et à mesure du temps, il changeait un peu son fusil d'épaule pour tendre vers l'étoile. Donc, on est passé de 100 couverts à 60. Et en juin, j'apprends que Thierry Marx arrive sur Paris, au Mandarin. Et j'avais très envie de travailler avec lui. J'ai postulé. Au début, on m'a dit, ben non, il n'y a plus de place au restaurant gastronomique. Et j'ai dit, bah moi, c'est ça, ou sinon, bah tant pis, quoi. Je n'avais pas envie d'aller à l'autre restaurant. Donc, ils m'ont rappelé, bah en fait, il y a une place. Qu'est-ce qui vous faisait envie dans l'idée de travailler avec Thierry Marx? Je pense le personnage, puis la cuisine un peu inventive. Thierry Marx, qui est auréolé de plusieurs choses à l'époque, c'est un chef qui est médiatique et qui a communiqué sur des valeurs qui l'animent, à savoir déjà sur la cuisine. Il est connu pour une approche grossièrement moléculaire à ce moment-là, donc une modernité qu'on connaît peu en France. Ouais. Le personnage est plutôt le chef bienveillant, posé, un peu serein, avec ses petites baguettes. Ouais. Il avait 2 étoiles accordéon, on commençait à pas mal parler de lui et tout. Il est singulier à ce moment-là, c'est vraiment un chef singulier. Ouais. Et du coup, on commence là-bas le 16 mai 2017. On va ouvrir genre 2 mois après le gastronomique, quoi. Ah ouais. Ou 1 mois après. On a fait 1 mois d'essai, à peu près. Ce qui est pas dingue. Enfin, on a vu des... Non, mais c'était encore en travaux, l'hôtel et tout. Enfin, Donc vous participez au lancement d'un gros paquebot pour le coup. Oui. Enfin, très attendu en l'occurrence. Ouais, voilà. Et au bout d'1 an, on décroche 2 étoiles. Est-ce que l'arrivée dans une cuisine comme la sienne, auprès d'un chef comme lui, correspond à vos attentes? Qu'est-ce que vous découvrez dans cette approche-là, dans un endroit comme ça, qui est un palace? Ce qui était chouette, c'est qu'on pouvait... on travaillait sur la carte. Donc on faisait des essais, ils goûtaient, et puis après ça passait à la carte. Donc moi, c'était ça qui m'animait. Déjà au Grand Véfour, en fait, c'était encore plus strict. Quand on faisait des essais pour changer le menu déjeuner ou la carte, c'était vraiment 3 mois de travail. On faisait les essais, ils goûtaient, après on faisait les fiches techniques, puis quand on arrivait le changement de carte, on refaisait goûter pour valider bien les recettes et tout. Puis des fois, on faisait goûter un plat 5 fois, 6 fois, ça marchait pas, quoi. Ils nous disaient non, il faut changer ça, ah non, ça marche pas, il faut changer ça. Mais le changement de carte au Grand Véfour, c'était vraiment beaucoup de travail, quoi. Un gros process. Ouais. Mais à chaque fois, il regoûtait le plat, il nous disait non, il faut changer ça et tout. Et Thierry Marx, c'était plus Thierry Marx, agile. En fait, on changeait au fur et à mesure. Donc du coup, tiens, ce plat-là, oui, ça marche. Et puis du coup, on changeait en fait. Alors que Grand Véfour, c'était vraiment une carte par saison. Ouais. Donc c'était 3 mois de travail à chaque fois. D'accord, pas le même process. Ouais, mais dans les 2 maisons, c'est des maisons où j'ai pu proposer des choses, quoi. Grand Véfour, je dois avoir 22 ans. Quand à 22 ans, je mets des entrées, j'arrive à mettre des entrées sur la carte, des trucs que j'ai créés, chic. Ouais, c'est cool, quoi. Ah ouais, c'est sûr. Ouais. Et donc Thierry Marx, c'est pareil. C'est pareil, ouais. On pouvait commander les de... produits, on pouvait faire des essais, on lui faisait goûter quand il était par là, et puis voilà. Ça va durer combien de temps cette période sous l'aile de Thierry Marx? Alors en fait, j'ai travaillé 6 ans pour lui, mais j'ai eu 2 enfants. Donc ça... En fait, j'ai fait 3 ans au sur-mesure. J'ai eu mon premier garçon. Le sur-mesure, c'était un travail en coupure, c'est donc matin et soir. Mon conjoint, pareil. Et en gros, il fallait que quelqu'un reste à la maison garder notre fils, quoi.
Oui, parce que dans l'histoire, quand même, ce qu'on s'est pas dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui arrive et on est passé de jeu à on. À un moment. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, quand mon premier garçon est né, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû arrêter le sur-mesure parce que ça correspondait plus au niveau horaire. Il y a une question qui est très touchy aujourd'hui, mais que je me dois de poser. Parce que dans un monde idéal, quand une perspective de parentalité arrive, la question devrait reposer sur les épaules du père comme sur les épaules de la mère. Or, nous ne vivons pas dans un monde idéal. Donc, comment, quand on est une femme et qu'on décide dans ce milieu-là de faire le choix de la parentalité, on gère l'équation ? En l'occurrence, en ce moment, il y a des journalistes qui sont exposés, qui sont par exemple avec des hommes politiques, et on s'aperçoit que, encore, l'équation ne se pose pas. C'est elle qui va devoir se mettre en retrait. Et comment ça se gère dans le cas de la cuisine ? Nous, il y avait une question de salaire aussi. Dans le sens où il gagnait 1 000 € de plus que moi à la fin du mois. Ça, c'est du bon sens, c'est tac-tac. Ça, c'est un élément concret. En fait, je suis partie du sur-mesure pour aller au Camélia. Mais finalement, en fait, au Camélia, j'ai réussi à avoir un poste de sous-chef. Donc j'étais plus dans la gestion des équipes déjà. Donc finalement, je me dis, bon, je peux réussir à apprendre aussi tout ça, quoi, les plannings, l'organisation d'une cuisine, les commandes, donc c'était pas mal. Et en gros, je faisais 8h-18h. D'accord. Mais vous vous êtes pas dit à un moment, le choix de ma parentalité affecte ma carrière et comment je deal avec ça ? Si, parce qu'après, au bout d'un moment, ils m'ont proposé de passer cadre. Et j'ai dû refuser parce que, en fait, concrètement, à 18h, il fallait que je sois partie pour aller chercher mon fils à la crèche. C'est des charnières, c'est des choix. Ouais, mais du coup, c'est vrai que j'ai dû refuser. Et la DRH, qui était une femme, était désolée pour moi. Mais je lui ai dit, en fait, je vais pas prendre une promotion que je pourrais pas assumer. Donc, par rapport à mes collègues, voilà, quoi. Après, en fait, c'était... finalement, partir du sur-mesure pour aller au Camélia, ça a été au bon moment. Et puis, ça a été aussi très formateur dans le sens où j'ai appris à organiser une cuisine, quoi. Où c'est moi qui passais les commandes, et puis c'était un gros paquebot aussi, c'était le Mandarin, je sais plus combien il y a de chambres, mais c'est assez énorme, quoi. Ouais. Et c'est moi qui passais les commandes pour le room service, le Camélia, je faisais les plannings, on faisait les recettes, le cost, c'était... vous arrivez à déplacer les curseurs finalement, à observer, à continuer à progresser dans un autre domaine finalement. Voilà. Ça va durer combien de temps ? Parce que votre temps présent, vous nous parlez de 6 ans, donc il y a eu ce moment charnière avec l'arrivée d'un enfant. Ouais. Est-ce que vous allez... Deuxième enfant. En fait, c'est dans le cadre de... On sait comment ça marche, donc allez. C'est vrai qu'avec le cadre d'un hôtel, on se dit, en fait, si on n'est pas là, il y a quand même 40 cuisiniers, quoi, donc on va moins toucher qu'un restaurant où on est 3 en cuisine. Donc j'ai eu mon deuxième garçon. Comment c'est pris dans la sphère professionnelle? Est-ce que on vous accompagne? Est-ce que il y a de la bienveillance? Ou est-ce que vous avez des retours parce que la parentalité dans la restauration, c'est un sujet qui est un peu invisibilisé. Enfin, on préfère même pas en parler. Enfin, bref, ça n'existe pas. Enfin, voilà, non, c'est comme après, c'est vrai que j'étais un peu dans les premières au niveau de l'équipe, quoi. Après, c'était assez jeune, donc il n'y avait pas d'enfants derrière pour les autres. Mais même vis-à-vis des supérieurs, est-ce qu'on vous comprend? Pour ma première grossesse, quand j'étais au sur-mesure, j'ai essayé de faire comme si de rien n'était. C'est-à-dire que à 4 mois de grossesse, j'étais encore en train de nettoyer la hotte et tout. Oui, pour donner le change, en fait, pour faire que ce soit pas un sujet, quoi. Pour dire que, c'est... voilà. Après, j'ai été arrêtée à 7 mois, donc j'ai quand même fait... Mais j'en pouvais plus physiquement, parce que les coupures, c'était plus possible. Donc j'étais arrêtée à 7 mois, et pour mon deuxième, j'ai dû être alitée. Donc j'ai été arrêtée à 6 mois. Et ça a été quand même bien pris, tout ça, par les équipes, ou en fait c'était c'était même pas un sujet? Ouais, c'était plutôt bienveillant et tout. Après, c'est l'organisation quand il fallait aller à la crèche et tout. Il y a une fois où, en fait, je voulais pas montrer non plus que, voilà. Que c'était une contrainte possible, ouais. Et il y a une fois où je suis arrivée et il était dernier à la crèche. Il était dans le bureau de la directrice et il pleurait. Et là, ça a été dur. Ouais. Mais bon. Faut faire avec. Ouais. C'est vrai que maintenant, en fait, ils sont tout le temps avec nous, quoi. Enfin, après, c'est un autre schéma, c'est chez nous. Donc, le mercredi midi, par exemple, ils viennent manger au restaurant. Ça fait des souvenirs. Après, quand je les interviewerai, dans 20 ans, parce qu'ils auront leur restaurant, ils diront, non, mais moi, il y en a déjà un qui va tenir la caisse, l'autre peut-être en cuisine, on verra bien, mais il y en a un qui tient la caisse. On a grandi dans le restaurant, vous savez, moi, le mercredi, j'étais chez maman, il y avait papa qui était là, c'est ça l'histoire. Ouais, c'est un peu ça.
Comment ça va se terminer cette période avec Thierry Marx au bout de ces 6 ans? D'où vient l'idée de tourner la page? Est-ce que En c'est fait, là que vous allez en c'est finir avec Paris? en gros, c'était au niveau du travail de mon conjoint, ça se passait très mal. En fait, il travaillait pour Guy Martin, en salle, il est sommelier, mais pas au Grand Véfour, dans un autre établissement. Le contrat s'est arrêté et il était salarié de l'entreprise. Et en gros, il a été repris et on lui a fait comprendre qu'on ne voulait pas de lui. Donc du coup, ça se passait très mal. Ça, c'est un sujet. Souvent, les chefs le disent quand ils reprennent des enseignes, notamment, qui reprennent une partie de l'équipe. Comment on gère ce truc d'une équipe qui est déjà là avant? Moi, je peux comprendre les chefs qui ont envie d'arriver avec leur staff, Ouais. mais il y a manière et manière de Ouais. faire avec ou sans, de faire comprendre, de dire à l'équipe restante. C'est très compliqué d'être celui qui reste. Nous, on a repris, quand on a acheté le premier restaurant, on a repris une salariée. Et après, en fait, ça s'est très bien passé. Après, C'est un sujet, c'est un vrai sujet. ouais, mais c'est un vrai sujet. Mais après, de là à faire du harcèlement moral, Ouais, à pousser les gens. en ouais, fait. à pousser les gens à partir. Ça arrive Ouais, on très n'a pas souvent. besoin de ça. se mouiller. Ouais, donc que lui, des il trucs était comme ça. là-dedans, quoi. Ouais. Donc, Horrible. du coup, ça se passait très mal. Il y avait le contexte de Paris, on avait les 2 enfants, on était dans 40 mètres carrés. On a visité le restaurant qui s'appelait Hausen à Rennes. C'était printemps. On a eu un coup de cœur pour l'établissement parce que c'était un format où on faisait cuisine ouverte, 24 couverts, 2 en cuisine, 2 en salle. On s'est dit bon, pas mal. On s'était toujours dit qu'on voulait ouvrir un restaurant, mais on s'était dit on fonde la famille avant parce que après c'est trop compliqué. Et Et c'est là qu'après, on rentre dans un tunnel. Donc, ouais, on a fait une offre qui a été acceptée. Et puis en juillet, on déménage. Le 5 septembre, on ouvre. On a fait la rentrée scolaire. Et le mardi, on ouvre. On a ouvert dans un contexte où on avait mes parents qui étaient à côté, donc les grands-parents. ouais. Ça change On était pas mal grandement la aidés, ouais. donne. Ouais, ça change beaucoup. J'imagine. Ouais. Et donc, ouverture. Comment on se projette là-dedans? Parce que, pardon, mais c'est la première fois où l'attention va être portée sur vous, où vous êtes en première ligne, où vous allez porter votre geste à vous. Ça arrive très vite. C'est ce que vous nous racontez quand même. Comment on se projette là-dedans? Qu'est-ce qu'on se dit le soir? Parce qu'en plus, vous vivez l'épreuve, le challenge, l'aventure en duo. Après, on se met la tête dedans. Quand c'est une ouverture, c'est la tête dedans. Tout le monde nous dit attention parce que les Rennais, s'ils aiment pas. J'ai l'impression qu'on dit ça de chaque ville, moi. Ouais. Non? Mais C'est quoi l'intention de ça a cette été un adresse? peu dur au début parce qu'en fait, en plus, j'ai un nom lié pas mal à l'immobilier, on va dire. Et en gros, j'ai eu pas mal de retours où c'est ils lui ont acheté un restaurant. Alors, Fille de, voilà. fille de. Ce qui n'est pas du tout vrai parce qu'on a fait notre prêt à la BNP et tout. Donc, Mais ces retours-là, vous les entendez pas? si, ça arrive à mes oreilles en fait. Ouais. Et puis après, vous êtes la fille de qui, machin. Enfin bref. Et vous êtes la fille de qui? Non, mais c'est vrai, on est tous la fille Moi, de ça me quelqu'un, suit encore, on peut le hein, ça me suit encore. Mais je pense que j'ai commencé à faire mes preuves quand même. Mais ça a été un peu ça qui a été un peu dur sur, on va dire, la première année, deuxième. Après, quand on décroche l'étoile, c'est autre chose, quoi. Après, on a prouvé un peu qu'on valait quelque chose. C'est quoi l'intention en cuisine? Quelle est la ligne que vous voulez suivre? Quel est le geste que vous voulez montrer à ce moment-là, votre cuisine? Parce que là, on a fait votre parcours. Guy Martin, 3 étoiles, itinéraire, un peu plus hauteur, un peu plus dans l'époque, peut-être plus contemporain. Ouais. Thierry Marx, encore une autre approche, et puis une autre envergure aussi. Et là, vous arrivez, vous arrivez chez vous, vous ouvrez votre premier restaurant, vous vous dites, je vais faire quoi? Qu'est-ce que vous avez envie de raconter? j'ai fait c'est ça qui a été dur, c'est que je pense sur les presque 2 premières années, j'ai fait un peu la cuisine que je faisais pour les autres, quoi. Comme souvent. Ouais. Vous arrivez avec les vestes des chefs que ça. vous avez et qu'il va falloir enlever les unes après les autres. Du coup, je peut-être. pense que j'ai fait un peu du Thierry Marx. Et au fur et à mesure du temps... C'est quoi du Thierry Marx? Pardon, c'était des plats que c'était dans l'idée de ce qu'on faisait au Camélia. C'est des plats qu'on faisait déjà... Enfin, je faisais pas les plats qu'on faisait là-bas, mais dans l'idée, quoi. Mais c'est quoi? C'est des techniques? C'est des... des associations ou des bases de plats. Enfin...
Ouais, c'est là qu'on prend l'inspiration. De toute Ouais. façon, c'est les mentors. Mais c'est après, ça qui quand on nous a ouvre formés. un resto, on a la tête dedans. Enfin, de 9h à minuit, même maintenant, encore jusqu'à 1h du matin, il faut chercher la nouvelle carte. Ouais. Ouais. Ça s'arrête pas, quoi. Mais comment c'est pris justement quand on revient? Parce que là, c'est de ça dont on se parle aussi. C'est un retour sur ces terres, après avoir passé des années en cuisine à Paris, sur une scène vibrante auprès de noms illustres. Comment c'est pris cette cuisine ici par les locaux? Parce que souvent, c'est compliqué. On a envie de démontrer aussi, et de Ouais. démontrer tout ce qu'on sait faire. Ouais. Comment c'est perçu? C'est pas évident, hein? Les premiers temps ont été un peu durs parce qu'à Paris, c'est vrai que c'est assez facile. Vers chez Saint-Eustache, bonjour. Je voudrais un 3e tour, s'il vous plaît. Tout est accessible. Et là, en fait, il faut faire la démarche de trouver tous ses fournisseurs. Enfin, il y a pas mal de boulot De sourcing. de sourcing. Et ça a été un peu long à mettre en place au départ. Et puis finalement, en fait, ceux à qui on a acheté le restaurant nous ont transmis pas mal de choses. En fait, ils arrêtaient le métier. Donc, du coup, ils nous ont tout laissé. Jusqu'au moule à tartelette. Non, mais c'est génial ça pour le coup. Parce Ah que bah oui, c'est aussi mais pour ça qu'il se passe 2-3 mois entre le moment où vous signez et le moment où vous C'était dingue, ouvrez. on a changé la déco, quoi. C'est tout. C'était rose, on a mis gris, on a mis un peu plus à nos. Il n'y a dans pas nos gardé tons. le rose. Non. On a mis dans nos couleurs et tout, parce qu'on voulait aussi se démarquer, parce que c'était un restaurant qui avait une étoile à la base, et à la base, on ne reprenait pas l'étoile, Ouais. et parce qu'on peut reprendre l'étoile, en fait. Il suffit de garder le nom, et en fait, dans Oui. la continuité, l'étoile appartient à l'établissement. Donc, Oui, jusqu'à ce que le Michelin repasse. voilà, jusqu'à ce que et Michelin mais repasse. elle peut rester, effectivement. Et sur la clientèle, comment c'était perçu, justement, au-delà justement des petits cancans qui n'ont rien à voir avec la cuisine? Sur la cuisine, comment vous avez abordé, comment la clientèle vous a reçu? on avait des bons retours. Après, au départ, on regardait beaucoup tout ce qui était TripAdvisor et tout. Ouf. Grosse erreur. Et c'est bien humain comme erreur, mais Grosse erreur. Là, je n'ai pas regardé Google ni TripAdvisor depuis, je pense, 4 ans. Je m'en c'est, porte très bien. qu'on se le dise, la foire, ce truc. Enfin, je veux dire, En fait, on part du principe que ici, comme avant, on est en cuisine ouverte et que s'il y a quelque chose, on peut échanger, quoi, en fait. Et là, le déballage sur Instagram, sur Internet, pas sur Instagram, pardon, sur les réseaux, TripAdvisor, ouais. c'est trop facile, quoi. Donc du coup, en fait, on regardait tout le temps, dès qu'il y avait un avis négatif aussi pour pouvoir rebondir et tout. Puis en fait, ça nous prenait tellement. La charge. Ouais, la charge mentale. Et donc, on a laissé tout tomber. Après, en fait, on a mon papa qui regarde de temps en temps pour voir si vraiment il n'y a pas un truc récurrent, Oui. quoi. Parce qu'il Ouais. peut y avoir. Ça quoi. peut lever un problème pour le coup. Ça peut oui, être c'est un ça. truc, ouais. Voilà. Donc, on a des gens qui Un regardent avis, pour on nous. s'en fout. 10 fois le même avis. Ouais, c'est faut ça. s'interroger. Donc, on a des gens qui regardent pour nous. Ça, c'est compliqué au début. Mm. Comment ça va s'écrire la suite, justement? Comment vous allez petit à petit installer votre cuisine, votre travail? La suite, après, ça a été très rapide. En fait, au bout de la rue, on a le restaurant Ima. Donc, Julien le marié. Ouais. On ouvre et l'année d'après, il décroche la première étoile. Après, il était déjà étoilé dans un autre restaurant. Donc, il décroche l'étoile et on échange pas mal. On s'entend très bien. Ouais. Donc, on fait des commandes groupées. Alors, on n'a pas du tout la même cuisine, Mhm. mais c'est ça qui est intéressant. Il nous donne des conseils sur des fournisseurs et tout. Enfin, il y a pas mal d'entraide, donc ça, c'est chouette. Ça, c'est bien, parce que c'est pas si commun que ça. Non, c'est Donc, pas si commun, mais après, on n'est pas, Oui, vous jouez dans pas la dans la même concurrence, cour. quoi. Ouais. Ouais, voilà. Il a une cuisine plutôt franco-japonaise. Moi, c'est plutôt vraiment français. Donc, on fait pas du tout la même chose, mais avec les mêmes produits. Donc, c'est ça qui est intéressant. Mhm. Mais on échange pas mal et tout. Il décroche sa première étoile. Un an passe et boum. Nous aussi. Alors, c'est vraiment un gros boom parce que là... Est-ce qu'on pourrait entrer dans ce boom, s'il vous plaît, Alors- m'expliquer comment c'est perçu, comment c'est vécu déjà? En fait, on travaillait pour, mais forcément, on le dit pas. Puis, février arrive et... On peut replacer l'année? 2019. On sait que si on est appelé, donc on attend, puis Cette fameuse rien. semaine qui précède la cérémonie, le vendredi, bon, c'est bizarre. pas d'appel. Ouais. Et là, on fait le service, bon. Bah oui, on y pense en fait, quoi. Ouais. Et puis le samedi matin, on part au marché des Lys pour aller chercher les produits pour le resto. Et puis je rentre un peu plus tôt, message sur le répondeur, je rappelle. Le visage qui change, c'est vrai. Et il nous annonce qu'on avait décroché l'étoile. Et là, je me suis mise à pleurer, je pense, de nervosité, en fait, quoi. J'appelle mon conjoint pour savoir où il est, parce qu'il était avec les enfants. Et je dis, je viens vous retrouver. Puis, parce que je voulais pas dire au téléphone, quoi. Et puis, on se retrouve, et puis
puis après, du coup, c'est attends. Alors, du coup, il faut qu'on aille un lundi à Paris. Mais on a les enfants. Donc, est-ce que tu peux garder les enfants? C'était. Ouais. C'est un grand moment. On a dit à notre équipe, on a dit juste à mes parents et 2-3 personnes. Le lundi, on monte à Paris. Donc, cérémonie. Hop, on monte sur scène. Enfin, je monte sur scène parce que c'est le cuisinier qui monte sur scène. Même si c'est un travail d'équipe, c'est le cuisinier qui monte sur scène. C'est quoi ce moment pour vous? Parce qu'on se parle d'une scène. J'ai pleuré, mais j'étais un peu derrière. Je me suis un peu cachée, j'avais quelques larmes, mais je me suis un peu cachée. Parce que genre, j'avais Yannick Aleno devant moi, bon moi. C'est ça que j'allais dire. On se parle d'une scène, mais en fait, devant cette scène, il y a toute la gastronomie française et les plus grands noms de la gastronomie. C'est ça, je pense que j'ai réalisé à ce moment-là, et puis même de se dire que bon, bah, c'est le travail qui paye, quoi. Donc, puis c'est une reconnaissance professionnelle. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous êtes sur scène et que vous voyez tous ces grands noms face à vous, en fait? Bon, c'est magique. On n'arrive pas à les côté, puis juste à gauche, à un moment, il y a Guy Martin qui se lève. Archie, bientôt la deuxième. Il était trop content pour moi, quoi. Mais c'était génial. Mais on est sur un nuage. Après, ça a été énorme. Le site internet a failli sauter tellement il y avait de connexion. Le lendemain, les appels, on a rempli 2 mois en une journée. On a eu la page arrière de Ouest France, genre la veille c'était Omar Sy. Pas mal la ref. Fabien était tout seul pour les réservations, c'était sans fin. C'était incroyable. Mais ça faisait limite peur. Ouais, j'ai reçu genre 25 bouquets de fleurs. J'ai reçu, les gens passaient dans les rues, ils m'applaudissaient. C'était énorme. Comment vous vivez avec vos proches? Je pense à vos parents, je pense à vos enfants. Les enfants, ils étaient petits. Ils étaient petits. Ouais. Mon deuxième avait 3 ans, je crois, donc ils n'ont pas trop compris. Ouais. Les parents, mon père, il était dingue. Même. Non, le jour où on a rouvert, j'avais mon grand-père le midi. Et en fait, il était tellement fier. Grand-père paternel? Ouais. Celui qui protégeait, qui disait la cuisine, ça. Quand j'ai dit même... je suis enceinte, il m'a dit faudrait peut-être partir à l'enseignement, ma petite fille, comme ça tu auras plus de temps pour tes enfants et tout. Alors, racontez-nous ce service, pour le coup, il arrive. Il arrive et en fait il était tellement fier qu'il a voulu offrir le champagne à tout le restaurant. Mais c'était... En fait, sa reconnaissance pour moi c'était encore plus que l'étoile, quoi. C'était vraiment genre l'aboutissement de quelque chose, quoi. Il était fier de moi, quoi. Ouais, il vous l'a dit? Ouais, j'ai un petit mot que j'ai gardé. C'est hyper émouvant. Bah ouais, parce qu'il est parti il n'y a pas très longtemps, donc voilà. L'étoile, on l'a décroché, mais de voir dans ses yeux la fierté de se dire, elle a réussi, quoi. Faut pas pleurer, sinon je vais pleurer. Ouais, je suis un peu ému. Ouais. En fait, lui, c'était plus vraiment protecteur dans le sens où physiquement, il voyait que je faisais les heures, il voyait qu'il y avait les 2 garçons à côté. Après, nos 2 enfants, on les a toujours éduqués dans le sens où on leur a dit les parents normaux, t'as des parents qui vont rentrer. Les parents normaux. Bah oui, qui travaillent pas le soir, en fait. Ouais. On leur a toujours dit ils vont rentrer à 18h, 19h et ils vont voir que 1 heure ou 2 heures leurs enfants. Nous, en fait, on vient de chercher à l'école à 16h. Moi, je reste jusqu'à 18h parce que je reprends avec l'équipe à 18h. Famille jusqu'à 19h. Donc, en fait, on a le temps du goûter, le temps des devoirs avec vous. Après, oui, il y a des babysitters. Mais en fait, ce temps-là, on a déjà au moins 2 heures, 3 heures avec vous, quoi. Qui n'est pas forcément le cas, justement. Bah ouais, en fait, les parents normaux n'ont pas forcément. Nous, on est tout le temps là à la sortie de l'école. On prend le goûter, on fait les devoirs. C'est un rythme. Après, on prend pas mal de vacances aussi, quoi. On prend 3 semaines en août, on prend... vous veillez à préserver ce terrain-là quand même. On ne travaille pas à Noël, finalement. on ne travaille pas au 31 décembre, on est fermé une semaine en février. À chaque fois, on ferme pendant les vacances scolaires. Ça, vous avez toujours voulu ça? Ouais. Pour le personnel, ils le savent. C'est des vacances qui sont imposées, parce que c'est les vacances scolaires. Mais c'est toujours prévenu très longtemps à l'avance. Ok. Et on suit le rythme, et c'est ça le rythme. Ouais. Comment ça va s'installer après cette effervescence, cette vague qui se lève, tous ces gens qui vont arriver, découvrir votre cuisine, cet engouement? Est-ce que ça retombe? Comment ça retombe? Comment on s'y fait? Comment on s'installe? Ça se passe comment, l'après-effervescence Michelin? Après, on a été complet sur... En fait, c'est
un outil comme extra, quoi. Enfin, c'est impressionnant. Donc là, il y a une activité qui se ouais, stabilise on se sur pose pas de questions. Mais là, il y a le week-end dernier, on est allé manger chez Hugo Rollinger. Mhm. Ils nous ont dit, on se pose pas de questions, on est plein, quoi. Ouais. Midi et soir, on est plein, quoi. Ouais. C'est fou, on enlève de la tête du restaurateur la plus grande des craintes, des questionnements, la plus grande des préoccupations, tout. En un coup, ouais, parce que c'est un propulseur énorme. Puis en plus, le fait d'être une femme aussi, quoi. Ouais. Sur la même année, j'avais Nolwenn Cor aussi à la Pointe Saint-Mathieu qui était étoilée. Donc on était 2 femmes. En fait, ça nous a aidé aussi d'être une femme à ce niveau-là, quoi. Ouais. Ça, c'est un sujet sur duquel vous vous êtes emparé, parce qu'il y a des chefs femmes qui me disent non mais moi je veux pas en parler, pour moi c'est pas un sujet, ou il y en a d'autres qui disent bah justement c'est bien de l'habiter, de le promouvoir, voilà, d'en parler pour que justement on soit de plus en plus nombreuses. Vous, c'est un sujet que... En fait, à Rennes par exemple, on a pas mal de femmes chefs, Ouais. sauf qu'on n'est pas sur le même type de restauration, quoi. On va plus être sur des coffee shops, sur des entreprises où ça va être fermé le soir. En fait, ce qui est compliqué, c'est la gestion du soir. Ouais. Nous, on a des babysitters, c'est assez militaire comme organisation. J'ai une babysitter le mardi, mercredi, j'en ai une autre le jeudi, vendredi, samedi. Si jamais il y en a une qui ne peut pas venir, il faut trouver quelqu'un d'autre. Il ne faut pas rentrer trop tard parce que les babysitters, c'est souvent des étudiants, donc ils sont encore le lendemain. C'est assez militaire, quoi. Mais vous sentez une responsabilité du fait d'être un peu plus exposé qu'une chef de coffee shop, en l'occurrence, quand elle est chef d'un restaurant étoilé, on est un peu plus exposé. C'est les Michelin, en fait. Ouais. Mais vous sentez une responsabilité de parler du fait que vous soyez une femme, même pas forcément une mère, mais une femme en cuisine. Est-ce que vous vous sentez obligé d'aller sur ces sujets-là ou pas forcément? Bon, je pense qu'on y va naturellement, parce qu'après, c'est vrai que j'ai pas mal d'amis qui ont quitté ce métier-là à cause de ça, quoi. Alors qu'en fait, c'est réalisable. C'est avoir un restaurant, avoir une étoile et avoir des enfants, c'est compatible. Après, c'est juste que c'est compliqué, quoi. Puis ça coûte de l'argent, hein, parce que mes visiteurs à 5 soirs par semaine, il faut aussi pouvoir financer ça, quoi. Ouais, bien sûr. Comment, d'un point de vue de la cuisine, vous avez, par rapport à cette étoile, ensuite éclairé les valeurs que vous avez voulu mettre? Parce que là, on se parle de valeurs personnelles, d'une organisation personnelle. Il y a aussi un engagement en cuisine chez vous. Comment vous avez communiqué dessus? Quels ont été les points sur lesquels vous avez voulu appuyer ensuite? Ou peut-être depuis toujours, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai qu'après, nous, on essaye de travailler le maximum local et maximum français. Après, il y a juste au niveau des épices où on sort de la France, mais sinon, on reste... Après, en fait, pour nous, c'est normal, quoi. En fait, je fais pas une promotion du local, c'est juste pour nous, ça me paraît normal de travailler avec les gens du coin, quoi. On travaille avec Annie Bertin qui est au marché des Lys, je travaille avec Hélène Réglin. En fait, c'est aussi un feeling. Hélène Réglin, elle a une ferme, ça s'appelle la ferme d'Artaud, pas très loin d'Angers, entre Angers et Nantes. Et en fait, je l'ai rencontrée via Instagram. Ça, c'est drôle, ça. Ouais, maintenant, les réseaux sociaux. Hyper pratique. J'ai rencontré Sylvie aussi via les réseaux sociaux. Et elle m'a dit, on ne travaille pas ensemble tant que vous n'êtes pas venu à la ferme pour voir comment je travaille. Donc, on est allé passer une journée à la ferme. Et après, du coup, s'en est suivi un échange, en fait. On s'appelle toutes les semaines pour savoir quel produit est là, comment ça se passe, machin et tout. Et c'est aussi de là que naît la carte, parce que là, elle me dit, j'ai des petits pois, j'ai les premières tomates. C'est aussi de là que naît la carte. Ouais, de cet échange avec les producteurs et du fait d'être en prise. Et on se parle des produits, il y a derrière nous la vitre et ceux qui les travaillent. C'est quoi votre approche du management? Est-ce qu'il y a des valeurs, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous êtes particulièrement attentive, que vous faites différemment peut-être des endroits que vous avez fréquentés lors de votre formation? Maintenant que vous êtes chez vous, forcément, vous gérez les choses à votre manière. En fait, je pense qu'il y a aussi mon rôle de maman qui a fait changer pas mal de choses chez moi. Ah ouais, dans le rapport aux autres? Ouais, je pense. À quel niveau? Et je sais pas. Là, c'est vrai que j'en suis arrivée à un âge où mes Pardonnez-moi, salariés pourraient être mes enfants, je pense. N'importe quoi, c'est pas possible ça. Ils ont 20 ans, j'en ai 40. Ouais, ok. Donc, techniquement, c'est possible. Techniquement, oui, ça pourrait être mes enfants. Et après, j'ai pas... Mais c'est quoi, quand vous parlez de la parentalité, c'est quoi? C'est de la bienveillance, c'est de la compréhension? Ouais, après, c'est aussi de la transmission. En fait, on a, là, par exemple, en ce moment, on a 2 personnes qui sont en stage chez nous, un apprenti. En fait, c'est l'histoire aussi de transmettre le métier, quoi. De se dire que ça sera peut-être eux après. C'est pas une cuisine... normalement, on travaille avec la musique. Ouais, que j'ai fait de couper, je précise. On fait tout pour qu'il soit bien aussi. Après, il reste, du coup... Mais ça passe par quoi?
ça? Je Parce sais que pas, je sais. aujourd'hui, c'est pas facile. On parle beaucoup du bien-être en cuisine et du respect des salariés, de la manière dont on peut Bah, c'est des justement petits assouplir détails, les mais choses. par exemple, si jamais il y a des tables qui traînent le soir, c'est moi qui vais rester. Ils vont partir. Par exemple, en général, toutes les entreprises que j'ai fait, c'est les pâtissiers restent et puis les cuisiniers s'en vont. Nous, là, c'est moi qui vais faire les desserts si jamais il y a besoin de faire les desserts. Ou sinon, on forme un serveur pour faire les desserts, parce que les serveurs travaillent en décalé. Mhm. On forme un serveur pour qu'il puisse faire les desserts pour que les pâtissiers puissent partir, qu'on parte tous ensemble. Si jamais il y a moins de monde, on va décaler les gens pour qu'ils fassent moins d'heures. Enfin, Ça, c'est chercher du confort. c'est des petits trucs au quotidien. Normalement, le vendredi midi, c'est l'équipe de salle qui fait le repas du personnel. Ah. Ils l'ont pas fait cette semaine. Mais est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils sont Bah, bons, l'équipe de salle, normalement, pour c'est faire ce le midi, on perso? mange marocain. Donc, Ah, cool. mais, Trop bien. mais C'est quand, là? C'est bientôt, non? Parce qu'on va pouvoir... on mange vers 11h30. Non. Mais c'est des petits détails qui sont tout bêtes, mais en fait, c'est la cuisine qui fait le repas du personnel tous les midis et soirs. Mais le fait que la salle vienne, en fait, ils se rendent compte aussi de ce que c'est. Ouais. Et c'est aussi, en gros, ils viennent dans notre espace et c'est un moment d'échange parce que souvent, ils font des trucs... ils font un peu ce qu'ils veulent, ils nous passent la commande avant, mais Ouais. ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais c'est des moments où ils viennent en cuisine aussi, nous aider. Où on décloisonne, parce qu'on parle Ouais. souvent de cette cloison et de ces deux Ouais. mondes qui s'opposent un petit peu. Mm. Là, en l'occurrence, c'est une cuisine ouverte, ça aide aussi, j'imagine, en termes de communication, mais là, ça crée d'autres liens. Ouais, on fait une journée d'équipe en général le jour des vacances en août. L'année dernière, on allait dîner à la mare aux oiseaux, on a fait du... Sympa, ça. Et en plus, on a dormi. La surprise, c'était qu'on dormait. Et on a fait du chair à voile l'après-midi. Enfin, on essaye de faire des trucs comme ça. On fait un repas de Noël. On essaie d'entretenir aussi le lien, un... quoi. Enfin, ouais, un truc un peu la familial. bonne ambiance, ouais. Mine de rien, c'est un peu familial. C'est ça, en fait, un peu familial, ouais. C'est quoi la perspective quand vous vous projetez dans les prochaines années Vous avez envie de quoi? Vous voulez emmener votre cuisine, votre lieu vers quoi? C'est quoi, là? J'ai déjà une nouvelle équipe à refaire parce que j'ai ma seconde qui part en décembre. Mmh. Et ça fait 5 ans qu'elle est là. Donc du coup, ça c'est un gros sujet pour moi déjà sur la fin d'année. Ouais. Et puis après, on ne sait pas si on a envie de rester dans ce niveau d'exigence encore pendant 10 ans, quoi. Donc on verra. Je ne sais pas non plus si à 50, 55 ans, je pourrais encore cumuler les journées comme je fais en ce moment, du 5 ou 6 sur 7, quoi. Physiquement, je ne sais pas si j'arriverai à tenir. J'ai déjà plusieurs rendez-vous chez l'ostéo derrière moi. Mais ouais, c'est un métier. Après, c'est ça qui nous tient aussi. Je pense qu'on fait des grosses journées, mais c'est l'adrénaline aussi qui nous tient, quoi. C'est un peu une drogue, quoi. Ouais. Vous savez pourquoi vous cuisinez, au fond? Parce qu'on se parle d'un fil qu'on tire depuis l'enfance. Là, à un moment, je me suis posé des questions et tout, puis par rapport à mon métier. Et mon frère m'a dit tout simplement, mais tu sais rien faire d'autre. Ça, c'est pas mal. C'est un mais raccourci, mais en même temps, après, c'est parce que c'est votre truc en même temps, aussi. c'est vrai. Et puis en même temps, des fois, en fait, quand je suis en vacances, je cherche toujours, je pourrais faire ça pour ma carte. En fait, je suis tout le temps, même les week-ends, je regarde les réservations, En fait, j'arrive pas à couper, quoi. Ouais, ça vous habite. Ouais, c'est votre truc. Ouais. Bon, faut se préserver un petit peu. Oui, avant le burn-out. Note pour plus tard, Ouais. tard, se préserver. Mais c'est vrai que j'arrive pas à lâcher. C'est même quand je suis en vacances, je commence à penser à ça. L'année dernière, on était en vacances, il y avait du sureau. Tiens, je vais faire des pickles comme ça. Après, je pourrais faire un plat avec des pickles de sureau. Enfin, je déconnecte pas, quoi. Et si quand je suis en vacances, je vais manger chez les autres. Ouais. Enfin, en général, quand on va dans une destination, je réserve les restaurants là-bas. Donc, on est allé à Amsterdam. J'ai réservé les restaurants. Et après, j'ai réservé le vol et l'hôtel. Ouais. Ouais, on est plusieurs à avoir cette maladie. Je pense. Merci beaucoup. Bah, c'est moi. Merci à vous. Racine porte décidément bien son nom. C'est un lieu qui écrit la continuité, la transmission et aussi la liberté d'une chef qui a su trouver sa voie. Virginie Giboire a bâti cette maison à son image, équilibrée, exigeante et humaine à la fois. Sa cuisine parle d'instinct, de saison, d'émotion, elle y célèbre le végétal, les produits du coin, les producteurs qu'elle connaît par leur prénom, et cette idée simple que la cuisine se nourrit avant tout du lien. Derrière nous, pendant cet entretien, la brigade travaillait sereinement le vivant. Et rares sont les cuisiniers d'une brigade en France qui peuvent dire que quand le service s'achève, leur chef reste parfois
pour faire les desserts par plaisir, par goût du travail bien fait, et surtout pour que les autres puissent rentrer chez eux. C'est souvent par les détails que se révèle la grandeur d'un chef. Alors merci à Virginie Giboire pour ce moment d'échange sincère, et merci à Tourisme Bretagne pour son soutien et pour nous avoir guidés encore une fois vers une belle maison de cette région définitivement inspirante. On se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode sur Chef, évidemment. Salut!